Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 2 mars, vous regardez le JT de Puissance Télévisions, voici les titres. Un food truck itinérant se déplace partout dans la Marne à destination des seniors. En tout, 14 points ont été répartis depuis le 25 février pour apprendre à bien manger. La ville de Saint-Dizier a organisé une rencontre entre habitants et urbanistes du projet du nouveau marché couvert. Un projet qui ne plaît pas forcément aux défenseurs de la cause animale, en cause les chauves-souris présentes dans les sous-sols. Saint-Dizier toujours, une ville sportive. 2 championnats régionaux se déroulaient le week-end dernier, un championnat de boxe anglaise et un championnat de sarbacane. Une adaptation théâtrale de plusieurs œuvres de Shakespeare réunies en une seule pièce, c'est le pari que s'est lancé la troupe Les Mauvais Élèves lors d'une représentation à la forgerie de Vassy. Et un concours photo se tenait samedi et dimanche dernier à l'espace Bragard, organisé en lien avec la Fédération photographique de France. Et je vous le dis en titre, un food truck itinérant s'est déplacé tout au long de la semaine dans la Marne. Au total, 7 dates ont été prévues jusqu'à demain sur 14 points de vente différents. L'occasion de se voir prodiguer astuces et conseils pour manger sain et bien vieillir. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du bien manger senior. Julien Carré, Jérémy Vitry. Des étudiantes en licence professionnelle de développement de projets sociaux et territoriaux de l'IUT de Châlons-en-Champagne étaient à Vitry-le-François ce jeudi 28 février dans le cadre de la semaine du bien manger senior qui s'est déroulée du 25 février au 3 mars. Durant cette semaine, un food truck s'est arrêté dans 14 villages marnais afin de sensibiliser sur l'importance de l'alimentation chez les personnes âgées. Notre projet consiste en une sensibilisation des personnes âgées. Il a commencé mi-septembre, notre travail, avec Monsieur Collard, un chef de service du département de la Marne. Et notre but, c'est de sensibiliser les personnes âgées sur la Marne au bien manger pour bien vieillir. Dans le déroulement d'un projet, on s'est occupé de faire le diagnostic de territoire. Ensuite, on a déterminé des enjeux et des problématiques liées aux personnes âgées et leur alimentation dans la Marne. Puis on a proposé différentes actions qui pouvaient se situer soit dans les EHPAD, dans les centres sociaux ou alors pour toucher un public autonome, donc notamment pas forcément dans les grandes villes, mais plutôt dans la ruralité. Donc d'où cette idée en fait de faire un food truck itinérant pour les toucher partout. Pendant cette matinée au marché de Vitry-le-François, les étudiantes ont fait déguster diverses préparations afin d'éveiller les papilles de chacun. Donc alors j'ai pris contact avec eux au tout début du mois de février et ensuite tout ce que j'ai fait là a été préparé dans notre cuisine de l'EHPAD. On vient en liaison froide, je retravaille sur le dressage dans les verrines et tout. Et puis donc une fois dans le camion, on est à disposition des personnes pour leur expliquer le fonctionnement, comment on a travaillé dessus et comment on a adapté les recettes. Ce food truck a permis la venue de personnes âgées de l'EHPAD de Loisy, accompagnées de 2 aides-soignantes. Je suis aide-soignante à la Villa Beau Soleil et donc nous sommes venus avec nos résidents pour pouvoir leur faire découvrir les différentes saveurs, les différentes textures, donc pour leur faire goûter un petit peu à ce que notre chef cuisinier de la Villa Beau Soleil leur a préparé. Et justement, nous vous demandions cette semaine si vous pensiez que l'alimentation doit être adaptée pour les seniors. Et vos réponses sont très majoritairement oui à 78% contre non à 18%. Et avant de poursuivre ce journal, un mot d'abord sur le grand débat. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière qu'il ne viendrait pas dans le Grand Est et avait donc invité les maires de plusieurs villes du Grand Est et de chaque département de la région à l'Elysée. Jean-Pierre Bouquet a interpellé le président de la République au sujet des logements locatifs sociaux. On l'écoute au micro de Julien Carré. J'ai eu l'occasion d'intervenir, on s'était cadré à 2 minutes, dû faire 3 minutes. Et j'ai 5 minutes de réponse du président de la République. Alors je l'ai interpellé, effectivement. Enfin, interpellé, on s'entend, provoquer la discussion. J'ai amené la discussion sur le thème du logement social.
au regard des mesures qui ont été prises en 2017 et en 2018 avec la réforme des loyers et la réforme de l'APL qui conduit à affaiblir le monde HLM parce qu'on voit que l'autofinancement se réduit et s'il n'y a plus d'autofinancement, il y a moins de capacité à financer les travaux de rénovation énergétique ou de travaux neufs. Alors c'est un ensemble qui est en réorganisation et donc on a eu un échange sur ce sujet, oui. Justement, quelle a été sa réponse ? Alors il a eu une réponse assez macroéconomique générale sur le fait que l'État finalement finançait la pierre, ce qui est moins vrai puisque c'est plus que les bailleurs maintenant qui vont financer et que par ailleurs on finançait l'APL pour dire que c'était une forme d'économie administrée. Alors c'est une analyse qui est discutable. Sur un certain plan, on peut le suivre et sur un autre, non. Donc moi j'assume totalement la parole que j'ai portée et le désaccord que j'ai pu exprimer avec une option qui avait été prise. Mais en même temps, le président de la République a bien vu que dans les territoires détendus, il pouvait y avoir des problèmes spécifiques, comme le cas particulier que j'ai soulevé, avec un bailleur qui est maintenant fragilisé, qui est sous un plan de redressement, ce qu'on appelle la CG2LS, et que ça pouvait être effectivement contradictoire avec l'idée de rénover le quartier dans le cadre de la politique nationale du NPRU, puisque le quartier en question, celui du Hamois, fait partie des 200 priorités nationales. Et que là, donc, on doit avoir une discussion spécifique avec le ministre de la Ville et du Logement pour trouver des solutions. Mais c'est une affaire qui est engagée. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment de la politique sur l'aménagement. Et le logement locatif à Vitry, c'est 60% à peu près du logement sur la ville. Donc c'est très important que de faire en sorte que ces logements puissent se rénover parce que le logement locatif, il accueille déjà les populations modestes. Et si on ne fait pas de rénovation énergétique, si on n'a pas de meilleurs logements pour les populations modestes, en fait on les pénalise. Et ce n'est pas du tout notre option. Tout autre chose à présent, vous le saviez, le projet de marché couvert ne fait pas l'unanimité au sein des habitants de Saint-Dizier, y compris chez les défenseurs des animaux, puisque des chauves-souris habitent les sous-sols de cet édifice. La ville de Saint-Dizier a donc réuni les habitants et les urbanistes en charge du projet au sein de l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville pour pouvoir échanger. Lisa Lamorlette, Nicolas Fontaine. Ce lundi, la ville de Saint-Dizier organisait une rencontre avec les habitants afin de leur présenter le nouveau projet pour le marché couvert. Pour l'occasion, les urbanistes du projet étaient présents pour justifier leur choix de bâtir un nouveau bâtiment pour remplacer l'ancien marché, jugé trop vétuste. Il s'agissait également de rassurer les commerçants pendant la durée des travaux qui commenceront à la fin de cette année et qui devraient durer 15 mois. Un chapiteau sera installé pour faire perdurer le marché. Il a fallu aussi prendre en compte la problématique des chauves-souris car 200 individus habitent les caves du bâtiment. Pour respecter le mode de vie de cette espèce protégée, les travaux devront respecter un calendrier précis pour ne pas qu'elles soient dérangées par les vibrations causées par les travaux. Une solution jugée peu satisfaisante pour certains défenseurs de la cause animale. Philippe Bossois, président de l'agglomération Saint-Dizier et Blaise, l'affirme « Aucune modification ne pourra être apportée à la structure, mais le dialogue reste ouvert avec les commerçants quant à l'organisation des cellules commerciales à l'intérieur. » Pour rappel, ce projet s'inscrit dans le dispositif Cœur de Ville qui prendra fin en 2024. Le week-end dernier, la ville de Saint-Dizier a accueilli le championnat régional de boxe éducative anglaise à l'espace Pergaud, un événement organisé par le club Saint-Dizier Boxe 52. Un reportage sur place, Audrey Tézan, Julien Carré. Samedi 23 février, au gymnase Louis Pergaud à Saint-Dizier, se déroulait la finale du championnat de boxe éducative Grand Est, organisé par le club de boxe Saint-Dizier 52. Donc la finale aujourd'hui, c'est une finale du Grand Est, au niveau des minimes cadets. Voilà, dans le Grand Est, il y a 80 clubs. Donc il y a eu les quarts de finale et les demi-finales qui sont passées à Algrange, c'est du côté de Metz, il y a 15 jours. Et là aujourd'hui, c'est les finales qui se passent à Saint-Dizier. Donc sur les 80 clubs, on a répondu présent pour pouvoir organiser. C'est tout à notre honneur. Et aujourd'hui, il va y avoir plus de 48 finales, minimes cadets. Donc ça fait 48 assauts. Et le début des assauts, ça va commencer à 13h, 13h15, jusqu'à 18h, je pense. Voilà. Et on a mis 2 rings, un ring pour les minimes, un ring pour les cadets, voilà, parce que ça fait beaucoup de boxeurs. Et ensuite, à la fin de la journée, ceux qui auront gagné leur finale, ils auront un ticket pour pouvoir engendrer les championnats de France qui se dérouleront à la Pommeraye, c'est à côté de Nantes. On souhaite bonne chance à tous les bragards, que ce soit
de n'importe quel club. On leur souhaite bonne chance pour arriver au bout, pour aller à Pommeré le mois prochain. Ça se passe normalement mi-avril. À cette occasion, le boxeur Sidamen Turki était le parrain de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici, parce que vous êtes également parrain ici ? Donc je suis parrain et puis je fais partie du club de boxe. Mon entraîneur Hassan Fiab, c'est mon entraîneur, donc on a monté le club ensemble et puis je suis là aussi pour parrainer avec les jeunes. Les soutenir également. Et puis je les soutiens et puis quelques jeunes que j'entraîne au club. Et je suis venu pour leur montrer que je les soutiens et puis que je suis derrière eux. Cette compétition a regroupé plus d'une quarantaine de jeunes boxeurs venant de la région Grand Est. Je suis ici en tant que boxeur. Aujourd'hui, je dispute la finale des championnats Grand Est. Et puis, j'espère gagner. Je me suis préparé à la salle, donc avec mon entraîneur Hassan. Et puis, je me suis entraîné dur, donc courir, shadow, je mettais un petit peu les gants. Et puis j'espère gagner. Alors toi, comment tu t'es préparé à cette finale ? Très dur, mentalement, voilà. Mes entraînements, ils étaient très durs. J'ai travaillé dur pour arriver là. J'espère que je vais être champion du Grand Est et y aller en championnat de France. C'est ma première fois que je fais de la boxe. C'est ma première année. À l'issue de cette finale, les jeunes boxeurs iront à Nantes afin de décrocher la première place du championnat de France. Et on reste dans le sport avec de la sarbacane, un sport encore méconnu en France, mais qui tente bien de se démocratiser. Eh bien, figurez-vous que le week-end dernier, un championnat régional Grand Est se tenait au gymnase Louise Ortiz de Saint-Dizier. Nous avons voulu en savoir plus, un reportage de Manon de Fontis et Nicolas Fontaine. Une trentaine de personnes, aussi appelées des tireurs, provenant de différents clubs de Sarbacane du Grand Est, se sont donné rendez-vous au gymnase Louis Ortiz de Saint-Dizier, samedi 23 février, pour le championnat régional handisport Grand Est de Sarbacane organisé par la Flèche Bragarde. Une première à Saint-Dizier. Alors écoutez, aujourd'hui il se passe le championnat de Sarbacane handisport Grand Est qui regroupe en fait des personnes en situation de handicap sur toute la grande région Grand Est. J'ai eu 30 tireurs qui sont venus aujourd'hui pour réaliser ce premier championnat. Nous allons faire par la suite l'année prochaine un appel à candidature pour faire une demande qui souhaiterait organiser un championnat régional sur la région Grand Est, donc bien sûr sur les autres départements. Donc que ce soit l'Alsace ou la Lorraine. La sarbacane, un sport qui reste encore méconnu. La sarbacane, c'est très peu connu, mais c'est très développé dans beaucoup en handisport, c'est aussi développé en sport adapté, c'est développé chez les valides. Le seul truc, c'est que ça s'arrête au Critérium France. En fait, ça va pas au-delà. Moi, c'est pour ça que j'aimerais développer surtout la sarbacane 3D qui, au-delà de ces frontières de la France, on retrouve aussi des personnes en situation de handicap qui tirent comme en Allemagne ou en Autriche qu'on a pu rencontrer l'année dernière. Et ça serait un lien pour nous de développer aussi cette discipline-là. Si ce sport vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le club La Flèche Bragarde. Et prenons la route à présent de Vassy en Haute-Marne. La troupe de théâtre Les Mauvais Élèves était sur les planches de la Forgerie hier pour jouer une pièce nommée Les Amoureux de Shakespeare. Et quand on regarde la pièce, on comprend mieux le sens de ce titre. Un reportage et une interview d'Audrey Tézan. C'était spectral et sinistre et celui d'un assassin. Être ou ne pas être, telle est la question. Tout le monde connaît bien évidemment cette fameuse réplique de William Shakespeare. Ne me honte pas ainsi, je te l'ordonne! Et la compagnie des Mauvais Élèves s'est emparée des œuvres de cet auteur afin de monter un spectacle moderne, musical, drôle et déjanté dans l'univers shakespearien. L'adaptation est centrée sur les déboires amoureux de 4 adolescents perdus dans les bois, Hermia, Lysandre, Helena et Démétrius, de la pièce Songe d'une nuit d'été, et met également l'accent sur l'humour du texte. You
Une mise en scène remarquable, signée par les comédiens humoristes Shirley et Dino, avec un univers des années 60 qui a conquis le jeune public. Tellement attardé que toute sa famille était sûrement dégénérée depuis plusieurs générations. Tu te trouves bien sévère. Oh, et encore, je suis en dessous de la vérité. Notre grand sage Percocius a dit que celui qui ne s'est jamais trompé me jette la première quiche. Hey, bah, à propos, je t'ai déjà dit que j'avais été champion de lancer de quiche en Lorraine. Hey. Oh non! À l'issue de cette prestation remarquable, nous avons rencontré les comédiens afin qu'ils nous présentent leur compagnie et qu'ils nous parlent de leur spectacle. Oh, not to be! Alors, en faisant un petit topo, on s'est rencontrés en 2013. On a créé la compagnie en 2013 à Avignon, dans un petit festival juste à côté qui était à Villeneuve-les-Avignon. Et on a joué notre premier spectacle, c'était Les Amoureux de Marivaux. C'était une espèce de medley autour des œuvres de Marivaux. Et puis en fait, ça a bien fonctionné. On était agréablement surpris et très heureux de voir que ça marchait bien. Donc petit à petit, on a joué à Paris, on a joué en tournée. Puis on a créé un deuxième spectacle, Les Amoureux de Shakespeare, celui-ci. Et qu'on a joué également à Paris et également en tournée aussi. Et donc ça fait 6 ans que ça dure. Et on a notre nouveau spectacle actuellement à Paris également, Les Grands Rôles au Théâtre du Lucernaire. Voilà, et tous les 4, on s'est rencontrés dans le cours Jean-Laurent Cochet, qui est un cours de théâtre à Paris assez classique. Et on s'appelle Les Mauvais Élèves. Donc c'est qu'on n'a pas... on a moyennement accroché avec l'enseignement qui était dispensé là-bas. Donc on s'est retrouvés quand même, un point commun, c'est l'amour des textes classiques. On aime beaucoup Marivaux, Shakespeare, tout ça. Mais un peu à notre façon. Donc on a réussi un peu à s'extraire de ce carcan très classique pour mettre tout ça un peu à notre sauce. Et on a la chance d'avoir à nos côtés depuis le début Shirley et Dino, les parents d'Elisa, qui nous aident beaucoup, qui nous mettent en scène, qui nous ont soutenus aussi dès le début pour nous donner les pistes, un peu pour pas se perdre et puis pour avoir les bons repères et puis bien commencer sur les bons rails, quoi. Voilà. C'est vachement bien, c'est hyper bien présenté. Super, je trouve. La vache. C'est vrai. Cool. Oui. Pourquoi les années 60 c'était une inspiration de notre metteur en scène, ça, à la base, de partir sur les années 60, parce que Corinne, alias Shirley, aime beaucoup le graphisme, l'esthétique des tenues vestimentaires de cette époque, les musiques, etc. Donc, disons qu'en tout cas, elle nous a suggéré ce thème, enfin cette forme-là, et on s'y est engouffré sans hésiter, parce que on s'est remis à écouter toutes les chansons de cette époque-là qui sont juste géniales. Les costumes nous ont fait délirer. Enfin voilà, donc on a complètement accroché au délire. Comme la pièce déjà de Shakespeare est un peu psychédélique, elle est un peu folle, ça marche aussi avec le contexte années 60 qui est assez déjanté, assez barré. Je pense qu'à la base, il n'y avait pas forcément une volonté de faire une comédie musicale ou voilà. C'est juste qu'il y avait surtout l'envie de faire des choses qu'on avait au fond nous très envie de faire sur scène, à savoir on avait envie de faire du classique, on avait envie de chanter, on avait envie de danser, donc il y avait aussi mettons tout ça dans une seule et même, et improviser aussi, il y a des parties improvisées, donc mettons tout ça dans une même pièce, sur un même spectacle, et c'est vrai que ça donne un peu cette idée de la comédie musicale, parce qu'il y a quelque chose d'assez complet dans la comédie musicale, et j'avoue que on est assez complet. Non, que je suis une grande fan des comédies musicales de Demy, et cette inspiration assez comme un bonbon, quoi, finalement, de ces pièces de Demy. Il y a quelque chose qui, oui, forcément, dans mon envie de faire du théâtre et de m'exprimer sur scène, forcément, je les ai un peu... personne ne l'a vu, d'ailleurs. Il n'y a que moi qui ai vu Les Demoiselles de Rochefort, je crois. Oui, mais t'as pas aimé. Donc, voilà. J'aime bien les chansons. J'ai bien aimé le début. Mais donc, oui, il y a cette envie-là un peu complète, quoi, comme les galettes. Ouais. On a construit les personnages, en fait, encore une fois, c'est sorti un peu de l'imagination de
des metteurs en scène qui avaient une idée sur... En fait, elle a lu la pièce et elle avait déjà des images assez claires sur chacun des personnages. Et après, le travail s'est fait en groupe. Donc c'est vraiment... la création, elle se fait vraiment collectivement, quoi. C'est qu'elle nous a infusé un peu les idées qu'elle avait, sur des grands traits, des traits un peu larges. Et puis après, on a apporté chacun un peu notre personnalité, nos envies aussi, ce que tu disais. Et du coup, ça a infusé dans chacun des personnages aussi. Donc l'origine, c'est Shirley et Dino. Et puis on a apporté nos personnalités dedans, quoi. C'est vrai que dès la première lecture, c'est drôle parce que déjà, on n'a pas fait une deuxième lecture en essayant d'inverser, de dire toi tu prends ce personnage-là. Dans les caractères, il y a des choses qui nous inspiraient chacun. En plus, Elena, elle n'arrête pas de traiter Hermia de petite. Donc voilà, à moins de mettre sur des grands talons, c'était compliqué. Puis de toute façon, ça collait. Moi, le côté grand couillon dégingandé, ça m'allait très bien. Et Antoine, un peu plus droit, strict. Enfin bref, voilà. Donc c'est marrant parce que dès le départ, on s'est pas trop posé la question de qui allait jouer quoi. C'était assez évident. Ouais. On joue à 21h tous les soirs à Paris et à 18h le dimanche. Spectacle. Voilà. Grand rôle. Et c'était vraiment c'était un très chouette théâtre, un très chouette accueil. On est vraiment très contents. Ici à Wassy. On dit Wassy ou Vassy? Alors à Vassy. Ici à Vassy. Ouais, on est trop content d'être venus. On a fait une journée de relâche à Paris pour venir à Vassy. Et on regrette pas du tout. Et demain on retourne à Paris. Voilà. Et vous demandiez ce que c'était. C'est un mélange de, on va dire une quinzaine de grands textes classiques, genre les plus grands rôles du théâtre classique, avec toujours notre délire, notre fantaisie dans les personnages, les complots, etc. Voilà. C'est bien. C'est toujours sur le ton de la comédie et c'est dans un chouette théâtre aussi à Paris, au Lucernaire. Et merci Puissance TV. Et merci Puissance TV. Merci Puissance TV. Merci Puissance TV. Merci à vous. Les comédiens sont peut-être des mauvais élèves, mais en tout cas, ils restent de très bons acteurs. Restez assis. Si vous étiez debout, Les gens du fond, ils ne verraient rien du tout. ça aurait pu être pire. Imaginez si on avait joué en anglais. Merci Marie-Ève de nous avoir habillés. À l'administration qui t'a assuré. Et un grand bravo pour la mise en scène de Shirley Dino. Et pour le décor, on avait un mec super, mais il est mort. Et merci Gigi pour la presse aussi. Merci Coco pour le super tricot. Merci Gigi pour d'avoir prêté 4 kawé. Et merci maman. Et un concours photo régional était organisé le week-end dernier à l'espace Bragard, l'AXMJC du Verbois de Saint-Dizier, organisé par le club photo Captimage. Plus de 300 clichés étaient en compétition. Un reportage sur place de Julien Carré. Dimanche 24 février, à l'espace Bragard, se déroulait le concours régional de la Fédération photographique de France, organisé par le club photo Captimage. L'union régionale comporte une vingtaine de clubs situés dans les départements des Ardennes, de l'Aisne, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. Captimage est le seul club haut-marnais affilié à la Fédération photographique de France. Actuellement, il y a les jurys donc organisés par la Fédération photographique de France, regroupant donc les photos des photographes amateurs dans différents programmes, images papier couleur, images projetées couleur, images monochrome papier, images monochrome couleur. Alors c'est les 20, voire 25, voire 30 premières photos vont pouvoir après concourir à l'échelon national. Puis il y aura encore une sélection qui partira après, donc les 30 encore meilleures photos seront encore sélectionnées
pour définir la meilleure photo de France, quoi. On dénombre entre 200 et 300 clichés pour chaque série et les 20 premiers de chaque compétition participeront au challenge national. Un événement ouvert au grand public qui pourra assister aux travaux des 3 jurys de la proclamation des résultats à l'exposition des clichés des lauréats. Là, c'est le premier niveau des concours organisés par notre fédération. Donc c'est des gens qui vont présenter des photos pour la première fois. Alors, il faut tenir compte surtout déjà de l'aspect technique. C'est-à-dire une photo bien composée, bien exposée, la mise au point parfaite. C'est une photo qui aura une note moyenne si elle ne dégage pas une émotion particulière. Ça peut être une belle carte postale, bien traitée, et donc on va la mettre 13, 14, même 15, parce que techniquement elle est parfaite. Donc on n'a pas de reproche à ce niveau-là à lui faire. Ensuite, il y a l'émotion qu'elle va dégager, comme Francis disait, c'est l'émotion. Donc ça, c'est le plus qu'on peut rajouter à nos évaluations. Cette exposition aura rassemblé plus d'une centaine de personnes durant le week-end, venues admirer les œuvres des photographes du territoire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour l'info lundi dans l'essentiel de l'info, présenté par la rédaction. Très bonne journée à tous, très bon week-end.